Bienvenue tous pour cet atelier sur les transferts monétaires et mobilité humaine. Je m'appelle Álvaro Frías, je suis le technicien de formation de l'IECA et je serai maintenant un peu le maître de cet après-midi. Et donc, et je vous accueille tous. Je voudrais vous rappeler, avant de commencer, que l'atelier sera enregistré et vous l'aurez sur YouTube postérieurement. Et si vous voulez que votre visage n'apparaît pas, nous allons d'abord inaugurer cet événement, comme vous le savez, à l'IECA, donc, et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement et le réseau CALP. Je vous passe la parole pour l'initier cet événement. Merci beaucoup. Bonjour. Bon après-midi à tous depuis l'Espagne. Bonjour à toutes les personnes qui sont en train de se connecter depuis les différentes régions d'Amérique latine en particulier. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être ici pour cette inauguration de cet atelier de spécialisation. Nous croyons que c'est le 3e atelier que nous organisons sur ce même thème de transfert monétaire et dans ce cas centré sur les populations en mobilité. Comme l'a dit, nous, en collaboration avec l'IECAT, qui est donc depuis le Bureau d'action humanitaire que nous avons ici. Comme vous le savez, le point de transfert monétaire, donc en espèces ou non, c'est surtout produite après donc, le sommet d'Istanbul et les engagements qui ont été pris en 2023 maintenant. Eh bien, 6 ans après ce moment, se sont déjà écoulés. Je crois qu'une des c'est bien évidence que ces programmes donc, de ces argent et donc transfert en cash a beaucoup progressé. Mais comme toute autre chose, les défis auxquels nous trouvons dans le domaine humanitaire nous obligent également à améliorer et réviser la façon dont quant à l'aide. Donc, il y a toujours des situations qui apparaissent qui sont de plus en plus complexes. Dans ce cas, tout au long du monde, dans les mobilités humaines, eh bien, il y a un besoin urgent de solutions qui permettent donc de transformer ce système qui est une façon de travailler pour le plus grand bénéfice des personnes qui sont bénéficiaires de ce type de programme. Des solutions comme par exemple encourager l'utilisation de différents acteurs dans les systèmes financiers au moment de ces migrations, solutions digitales, etc. Rechercher des solutions plus innovatrices et créatives pour identifier les personnes. Également, lorsqu'on conçoit ce type de programme, eh bien, penser aux restrictions éventuelles gouvernementales pour la disposition de programmes de transfert financier, ou bien comment surmonter les obstacles que peuvent représenter les différentes normes et régionaux. Et personnes qui sont en mouvement. De la part d'AICID, nous avons beaucoup travaillé depuis un certain temps sur cette modalité de fonds monétaire de transfert financier et nous avons déjà un certain parcours en la matière que l'on peut voir par exemple quant au fonds. En 2019, les fonds que l'on utilisait dans nos projets 2,7 millions d'euros. Ceci en 2019. Néanmoins, en 2022, actuellement, on en est à 7,7 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a une forte augmentation de l'utilisation de cette modalité, et qui plus est dans tous les contextes dans lesquels nous travaillons. L'Amérique également dans la pratique totalité des contextes humanitaires que l'on travaille depuis l'Agence espagnole de coopération.
C'est la raison pour laquelle, et pour cette raison, parce que nous sommes tout à fait conscients des avantages que cela peut représenter d'avoir des transferts monétaires pour pouvoir nous prenons une série de décisions qui sont en rapport avec l'aspect stratégique, opérationnel, en d'intégrer ces modalités de plus en plus dans les différents contextes dans lesquels nous travaillons et en préférant surtout les personnes qui se trouvent dans des routes et mouvements migratoires et qui, d'une autre façon, est difficile d'obtenir des moyens pour pouvoir survivre. Quant aux fonds destinés, donc, dans ces chiffres globaux que j'ai mentionnés, pour parler maintenant d'une façon plus concrète des interventions que nous effectuons pour des personnes en mobilité, on a consacré, par exemple, en 2021, un total de 7,2 millions d'euros à ce type de projet, c'est-à-dire interventions qui s'adressent à des personnes qui sont en déplacement. Et 2,2 millions d'euros aux besoins globaux de toute nature, 1,7 million d'euros ont été adressés à des programmes de transfert monétaire. Donc, comme vous le voyez, c'est un programme assez important dans l'ensemble de cette quantité de fonds. En 2022, le montant s'est accru, celui qui est consacré aux interventions de placement. Le montant total est passé de 700 à 11 millions d'euros. Et de ces 11 millions d'euros, 2,2 millions ont été adressés à des cash et non pas de vouchers. Donc, on augmente, vous voyez, ce type de modalité d'aide. À part les fonds, quelles sont les autres actions que nous pourrions mener à bien? Eh bien, nous pensons qu'il est très important également de travailler sur la formation enseignants d'organiser des ateliers comme celui-ci, par exemple. Il est fondamental d'augmenter la capacité de tous en transfert monétaire entre les différentes agences humanitaires. Et grâce à l'effort de tous pour mener à bien des initiatives en fait, de cet atelier que nous inaugurons maintenant, eh bien, c'est une mise en commun d'expériences et d'études de cas concrets concernant les différents modèles de programmation humanitaire, et surtout adressé à des populations en migration. Qu'est-ce que nous attendons de tout cela? Eh bien, que cet atelier nous permettra d'abord de partager des informations concernant les progrès, concernant pourront tous partager avec l'Agence de coopération espagnole. Nous devons avoir une bonne situation panoramique de la situation financière actuellement par rapport à ces populations en mobilité, c'est-à-dire en nous écoutant les uns les autres. Et enfin, réfléchir également du point de vue pratique sur des aspects tels que les rapports entre les transferts monétaires et la protection sociale de la population migrante, également bien entendu, la pertinence de pouvoir intégrer la perspective de la diversité dans nos programmes de transfert monétaire. Et donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous encourager tous à participer activement dans ce séminaire, de profiter de ces 2 journées et en espérant que cet atelier soit très riche en expériences. Et nous voudrions remercier surtout nos accompagnants de voyage, accompagnateurs comme Renéka et Kalt Network, et nous comptons toujours sur eux d'une façon continue dans ce type de programme de formation. Merci beaucoup en ce qui me concerne et je vous souhaite le plus grand des succès pour cette journée. Merci Christina de ces paroles et de tout ce que tu viens de nous mentionner concernant la mise en œuvre de programmes de transfert monétaire dans la coopération espagnole et cette impulsion qui se produit depuis la SID et que l'on voudrait dire dans l'avenir à ce type de modalité. Sans plus attendre, je serai très bref. Je vais vous dire que pour nous, c'est un véritable plaisir d'avoir cette continuité, comme le disait Christine, concernant l'étude sur ce thème.
C'est notre troisième atelier maintenant. Et donc, on va aller un petit peu plus loin aussi. Vous vous souvenez que la dernière, vous savez que nous sommes réunis. Et non, on s'était centré sur davantage maintenant sur la mobilité humaine. Ah, je voudrais également indiquer qu'en 2019, on a fait une première étude pour voir ce qu'il en était concernant les mises en œuvre au niveau des ONG de la coopération espagnole. Pour les programmes de transfert monétaire, c'est un thème donc qui remonte à plusieurs années. On a un certain parcours déjà. Et donc, il y a eu un débat au début. Mais il est vrai que c'est une modalité qui est là et qui restera. Et en passant en 2015, 7,9% à 19% en 2021. Et enfin, nous voudrions remercier la ESID, avec laquelle nous avons toujours collaboré pour ce type d'organisation d'ateliers et pour pouvoir diffuser et partager les meilleures expériences entre nous. Et je voudrais également remercier Rectal, dont nous sommes membres depuis relativement peu de temps. Et on est très orgueilleux, en fait, parce que c'est toujours un plaisir et un privilège de pouvoir compter sur eux. Ceci nous a permis de beaucoup apprendre sur cette modalité de transfert monétaire. Sans plus attendre, je vous passe la parole à Holly, la représentante donc, pour la région, et qui va être la modératrice de cette séance sur donc, les programmes de transfert monétaire, de mobilité humaine. Merci, bon après-midi, plus bonsoir pour certains. C'est dans votre situation géographique, c'est un plaisir d'être parmi vous. Nous avons un ensemble de conférenciers de très grande expérience et une bonne représentation géographique. Je crois que Andrea et Christina, ils ont déjà évoqué le système, mais pour insister sur l'idée est la suivante. D'après ACNUR, donc en 2022, plus de 100 millions de personnes ont été obligées de se déplacer et ceci ne fait que croître. Par exemple, en 2020, on en était à 80 millions, on en est maintenant à 100 millions de une décennie antérieure. Donc, cette tendance ne fait qu'empirer. Et les effets également du changement climatique ne font que menacer ces déplacements jusqu'à 200 millions de personnes pour 2050, d'après les prévisions. Donc, c'est quelque chose de fort important pour nous tous. Et si on pense aux grandes crises humanitaires, également, elles ont été marquées par la mobilité humaine. Alvaro vient de signaler la croissance quant à l'utilisation des transferts monétaires. Et après, utilisés de plus en plus, les programmes représentent maintenant 20% de toute l'aide humanitaire. Et si l'on pense à 2015, il y a eu une augmentation de 105 depuis 2015. Donc, il est logique qu'il y ait une croissance et une évolution quant à l'utilisation des programmes de transfert monétaire dans des contextes de mobilité humaine. Au sein de CALP, l'année dernière, on a commencé à explorer plus en profondeur cette mobilité humaine et on a terminé une étude sur le thème. Vous devez le connaître, bien entendu. Vous connaissez cette étude, on l'a en anglais et en espagnol. Et vous l'avez quand même sous forme de résumé en français. Donc, vraiment, on s'est centré sur les et sont plus larges dans d'autres contextes également. Et en ce qui nous concerne, nous voulons promouvoir, apprendre concernant ce thème. Et cet événement est un très bon exemple. Et donc, nous pouvons partager toutes les informations sur le site web concernant les thèmes et également notre étude pour l'avenir. Et pour cet atelier et sous forme de préparation, il est important de signaler que tous les agents
n'utilisent pas le terme mobile, mais certains parlent de déplacer, et tous n'utilisent pas cette même expression. Donc, il est important de bien comprendre chacune de ces expressions. Et chaque contexte présente des opportunités et des défis également. Alors, de ces personnes qui forment un panel intéressant et qui vont pouvoir partager les différentes perspectives des différentes agences avec les résultats attendus de ces programmes de transfert monétaire dans les différentes géographies. Nous avons 5 rapporteurs qui représentent des perspectives nationales, régionales et également quant à la réponse. Et chaque conférencier ne disposera que de 7 minutes. Je sais que c'est très peu, mais par la suite, nous aurons plus de temps pour les questions et les réponses. Vous pouvez indiquer vos questions sur le chat et on répondra au moment opportun. Chers membres du panel, on va tenir à 7 minutes, je le sais, mais nous allons essayer de respecter. Donc, ferme ma caméra. Et donc, voilà. Et puis, lorsque je la rallumerai, vous saurez que vous n'aurez plus qu'une minute. On va commencer. Donc, je vais d'abord inviter Israël Mosso. Il est le leader de la réponse expérience quant à l'utilisation des programmes de transfert monétaire avec des résultats en matière de la santé dans les populations de mouvement au nord du Mexique. Israël, je t'invite maintenant à allumer ton micro et ta caméra et tu vas maintenant prendre la parole. Bonjour, bon après-midi. Comme vient de le dire, je suis Israël Mosso et je vais vous parler de notre expérience que nous avons eue dans la frontière nord du Mexique. Donc, ce que nous avons, ça s'appelle Cachalou. Ça faisait partie d'un projet également qui avait d'autres comme accompagnement fonctionnel, avec le fonds. On a beaucoup incité sur la santé, assistance médicale, achat de médicaments, analyse clinique et transport. Eh bien, ce projet, nous l'avons mis en œuvre dans un contexte, disons, au cours de 2018, avec la crise migratoire, avec la première caravane de toutes ces familles de mobilité qui venaient d'Amérique centrale. Et ensuite, dans un autre contexte qui s'y est ajouté, c'est la situation était de plus en plus complexe pour ces familles parce qu'aux États-Unis, ils appliquaient le titre 42 qui permettait d'expulser des personnes irrégulières. Parlant d'un problème d'insécurité sanitaire à Tijuana, ce que nous avons fait, on a travaillé 7 centres de transfert donc directement en cash et en nature. 6 de ces certaines ONG, une auberge a accepté. Ceux qui ont accepté les transferts en cash, nous leur avons donné une carte de débit et donc on faisait les transferts, les virements régulièrement, alors que dans une auberge, elles dépensaient cet argent avec les familles qui étaient présentes sur le programme Cash Santé qui était pour les jeunes, les adolescentes, mères et pères. Et cet effet, cette utilisation, elles devaient faire un suivi des besoins de ces familles. C'était leur obligation. Et chaque fois qu'elles dépensaient une partie du transfert, on en faisait un nouveau virement pour cette soins qui suivent de près les besoins et qui puissent vérifier les dépenses et qui puissent les justifier. Dans une autre auberge, la seule qui avait accepté des vouchers, des natures, un suivi. Certaines de ces autres ne sont pas véritablement de l'État, ce sont plutôt des églises qui ont reçu des familles en mobilité. Bien entendu,
qu'ils ont un directeur et une personne adjointe de santé connectés, pouvaient accepter des coupons, des vouchers, et chaque semaine, on visitait l'auberge pour donner de nouveaux coupons et que l'on remettait à notre fournisseur de services de santé pour que ainsi tout pour les directeurs du centre donc, soit la correcte. Avec Cash Santé, comme on l'appelait, ce programme, on faisait donc des soins de premier niveau. C'était du cash. On pu se lancer également dans la mesure du développement de cash, elle nous demandait plus de soins concrets. Par exemple, on a pu avoir des interventions gynécologiques pour ces femmes, des séances d'accompagnement psycho-émotionnel pour les enfants et adolescents et adultes en ayant besoin. Lorsque les familles nous demandaient ces soins pour des choses qui s'étaient produites lorsqu'elles avaient quitté leur pays, et dans différentes situations pour toutes ces personnes et ces jeunes adolescents. Et donc, ce fonds de santé a pu être utilisé pour pour les aider du point de vue psycho-émotionnel. On a pour le cash salut, cash santé. Donc, à chacun des centres, des auberges, c'était pour assurer quel était le niveau de satisfaction obtenu également. Dans une auberge, les familles avaient surtout besoin d'utiliser ce fonds. Et si elles en avaient besoin, elles s'adressaient au directeur de l'auberge pour demander une partie du fonds. Respiratoires ou douleurs d'estomac, etc. Eh bien, dans le premier format, tout était noté et donc on connaissait la raison pour laquelle ils voulaient avoir recours à ce fonds santé. Ça pouvait être une consultation médicale, une analyse, médicaments, transport, etc. Et dans le centre de santé, dans le centre dispensaire, on pouvait savoir exactement quel était le niveau de satisfaction de ces personnes qui a eu recours à ce service de santé. Save the Children sur le terrain, les équipes également suivaient de près la façon dont ce processus se produisait de demande avec un bon monitoring au niveau du niveau de satisfaction. Actuellement, bien sûr, nous avons terminé donc ce fonds à Tijuana et maintenant, on est en train de mettre en œuvre un autre fonds à Ciudad Juárez avec 7 auberges et 7 centres. Donc, lorsqu'on a terminé, on va appeler des leçons apprises, tout comme nous sommes en train de le faire pour Ciudad Juárez. Par exemple, je peux vous dire que nous avons créé un travail simplement pour faire face aux besoins du fonds de santé parce qu'il vie très ponctuelle et très précis parce que encore 30 secondes. À Tijuana, ce qui se passait, c'est que la personne devait organiser des ateliers à des enfants, des parents, également s'occuper du fonds de santé. Tout d'un coup, on a pensé qu'il était mieux pour d'abord insister sur la santé avec 2 nouveaux postes de la gestion de santé et de cas. Et ainsi, cela a donné lieu à une meilleure qualité des fonds pour Ciudad Juárez, donc qui est l'autre frontière. C'est grâce aux leçons apprises. Très intéressant cette expérience de personnes qui ont été dans cette mobilité humaine pendant longtemps et on a vu leurs besoins. Et c'est quelque chose de vital, travailler sur la santé pour ces personnes en mouvement. Nous allons maintenant changer, on va passer à l'Afrique. Nous avons 2 rapporteurs dans ce cas. Je voudrais inviter Insa Moussa, qui est coordinateur régional des migrations et déplacements en Afrique, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et des sociétés du Croissant. Et ensuite, nous aurons Makan
Boubacar Sissa, qui est la Croix-Rouge et donc, nous parlerons tous de leur approche stratégique de cette fédération sur les migrations, identité. Nous parlera de l'utilisation en interne pour les personnes internes. Bon, veuillez brancher votre micro. Nous allons d'abord écouter Insa. Merci beaucoup, Holly. Et bon, je voudrais insister sur un point. Et ensuite, on cédera la parole à Makan. Je crois que donc ici, je présente la représentation de la Fédération Croix-Rouge et la stratégie d'une façon plus efficace pour le s'occupant du secrétariat pour global et pour faire des défis globaux, la migration, l'identité, avec différents secteurs de transformation. Et défis, toutes les personnes âgées, entre autres, qui sont en migration, qu'elles soient dans une situation de santé, protégeant également leur et surtout qu'elles puissent être dans une société d'inclusion, ce qui veut dire avoir plus de soutien humain pour les migrants tout au long de leur parcours, pour que leurs besoins soient satisfaits et avec les services essentiels concernant leur statut juridique également, dans des cas d'urgence ou même dans des contextes. Donc, la partie budgétaire pour 2025, le budget, et ce qui nous permettra de faire beaucoup plus avec un pourcentage très important de ces personnes pour profiter justement et d'autres en nature. Donc, on essaye d'améliorer l'efficacité et l'efficience surtout en éteignant toutes les personnes vulnérables avec une bonne assistance. Il s'agit d'explorer toutes les barrières qui pourraient exister et les opportunités de pouvoir utiliser le cash et les vouchers et la migration. Étant donné les possibilités, les sociétés nationales donc ont de plus en plus utiliser ces transferts monétaires dans le contexte de migration et dans des programmes à plus long terme. On a des exemples on a des sociétés nationales comme celui du Niger, Gambie, ces modalités de cash. Donc, et dans leur programme à plus long terme également. Je vais tenir ça et je vais céder la parole à Makan Boubacar Sissa nous parler de l'expérience donc au Mali de l'utilisation des transferts monétaires. Makan, vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro, s'il vous plaît. Ok, bonjour tout le monde. Est-ce que vous me voyez? Ok, d'accord. Donc, je suis Makan Boubacar Sissao. Je suis le point focal migration et la Croix-Rouge malienne. Et voilà, compte tenu du temps, je vais aller un peu plus rapidement. Et la Croix-Rouge malienne a une grande expérience dans le cadre du transfert monétaire en lien avec les populations en mouvement, mais beaucoup plus dans le domaine des populations des personnes déplacées internes. En termes de rappel, le Mali est un pays situé en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Mali est en proie à une situation de crise humanitaire causée par une crise sécuritaire et puis une crise politique. Et depuis 2012, il y a les conflits intercommunautaires, les conflits
vraiment entre groupes armés et les conflits en lien avec le terrorisme, avec les djihadistes. Donc, tout cela couplé fait que le Mali, les migrants qui passent par le Mali sont dans une situation de vulnérabilité extrême. Parce que aussi, il faut rappeler que le Mali est en même temps un pays de départ, un pays de transit et même un pays d'accueil. Et dans l'assistance en faveur de ces migrants vulnérables, nous avons été impliqués à des programmes qui ont utilisé les cash et plus précisément les vouchers. Mais avant de parler de ces programmes, je voudrais rappeler que l'expérience du Mali en lien avec les populations déplacées dues au conflit, le Mali utilise une méthodologie vraiment de transfert, cash transfert à travers les transferts non restrictifs, les transferts restrictifs et les transferts inconditionnels, les transferts conditionnels et les transferts monétaires à usage multiple. Et généralement, on fait ces opérations à travers la téléphonie mobile ou à travers des prestataires de services financiers. Comme je l'ai dit, nos cibles, c'est les IDPs, hein, les personnes victimes de catastrophes et puis aussi des changements climatiques et aussi des migrants en détresse. Et j'avoue que les 3 dernières années, entre les 3 dernières années et maintenant, le Mali a apporté une assistance à plus de 20 000 personnes à travers les cash transferts. Donc, maintenant, les défis auxquels on est confronté, c'est vraiment des défis de renforcement de capacité de nos différentes branches en matière de transferts monétaires. Et aussi, le renforcement continu des capacités sur le plan du CEA, du PGI et aussi vraiment une intégration des transferts monétaires dans ces domaines. Et aussi, voilà, ça, c'est les défis auxquels on est confronté. Maintenant, j'avais tantôt parlé du projet, dans le cadre, spécifiquement pour ce qui concerne la migration, le projet dans lequel nous avons été impliqués, c'est le projet EUTF qui vient de prendre fin. Ce projet était mis en œuvre par la Croix-Rouge malienne en collaboration avec d'autres intervenants externes au mouvement. Donc, il y avait un volet d'assistance par endroit et la Croix-Rouge malienne s'occupait voilà, du volet RLF, du volet distribution des kits d'hygiène et puis des volets psychosociaux. Maintenant, on était en consortium avec une autre organisation qu'on appelle CRS. CRS s'occupait du volet assistance alimentaire. Et dans le cadre de l'assistance alimentaire, CRS utilisait les vouchers pour que les migrants puissent vraiment avoir à manger. Et là, on contractait avec les opérateurs économiques de la place, les commerçants, et les migrants qui venaient vraiment prendre ces vouchers pouvaient aller s'approvisionner chez ces commerçants en nourriture. Et voilà. Maintenant, les risques qu'on a vraiment, les défis qu'on a constatés à ce niveau, c'est vraiment les risques en lien avec la sécurité même du migrant, parce que le fait que ces vouchers-là, OK, et les risques liés à la sécurité, parce que ces vouchers-là étaient carrément pris tout juste après être donnés aux migrants. Les passeurs les ramassaient avec ces migrants-là, parce que ces migrants-là voyageaient sous le contrôle de ces passeurs. Il y a les risques liés à ce que aussi les migrants puissent utiliser ces vouchers pour acheter des stupéfiants, notamment de l'alcool, de la drogue, des cigarettes et choses, etc., etc. Donc, vraiment, si ici, on doit intégrer ce programme transfert monétaire dans le cadre de la migration, il va falloir vraiment approfondir les analyses des risques qui sont liés au phénomène. Et je vous remercie. Merci. Passez
voudrais de l'Organisation internationale pour l'OIM va nous parler sur les réponses au niveau de son agence en nous parlant de son expérience quant à l'utilisation de transferts monétaires dans le contexte de mobilité humaine. Alors, en mentionnant des exemples, Thaïlande, Ukraine et pays voisins. Pas simplement l'Europe, mais Thaïlande, Ukraine, Djibouti et les Philippines. Donc, Francisco, tu peux brancher ta caméra et nous allons commencer. Bonjour à tous. Je suis Francisco Astudillo, comme Rolly vient de le dire. Je travaille à la CBI, de paiement, donc de transfert monétaire. Je voudrais remercier surtout l'AECID de nous avoir invités et surtout de voir cette initiative aussi intéressante qui nous permet de pouvoir… Tout d'abord, je voudrais commencer à vous parler de l'expertise de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Et avant tout, je peux vous dire que le thème en fonction, on s'occupe de personnes présentant différentes caractéristiques de vulnérabilité et de mobilité également, en incluant des personnes réfugiées, internes et demandeurs d'asile, les migrants économiques, situations d'accueil. Donc, notre mandat est l'OIM s'est converti également en une organisation qui s'occupe également donc des paiements en cash et en nature, et donc en essayant de voir unifier nos expériences au niveau mondial. Et au sein de l'OIM, et pouvoir établir des systèmes plus concrets et définis concernant les transferts financiers pour différents types de mobilité. Je voudrais qu'au niveau global et stratégique, nous avons un objectif stratégique. Ce sont les programmes de transfert monétaire inclus dans les stratégies de l'OIM depuis pour l'année 2022-2026. Là, on se centre sur les stratégies. Et ce que l'on voit, surtout les vulnérabilités. Je suis désolée, mais il y a des coupures dans le son. Bon, dans différentes situations de vulnérabilité. Donc, on ne peut pas traiter ces personnes d'une façon généralisée. Il faut aborder les besoins concrets des personnes en matière de mobilité pour pouvoir couvrir tous les types d'actions. Et il y a également un autre élément important, stratégie au niveau de transfert monétaire, pour que l'on puisse faire face à différents types de vulnérabilité et de profils migratoires pour une façon efficace, pouvoir protéger toutes les personnes. Et bien entendu, en recherchant toujours des situations et des solutions qui soient durables dans le temps. Et voilà ce que nous voudrions faire. Pouvoir connecter les personnes, survie, système de protection sociale, etc., suivant les différents contextes. Je voudrais mentionner 3 petits exemples de ce que nous avons pu voir
en travaillant l'OIM et quelles sont les leçons que nous avons pu apprendre. D'abord, en Thaïlande, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de migrants économiques de Myanmar et donc, et pendant la pandémie, ils ont perdu leur emploi. Et même, donc, dans ces cas concrets, les besoins de ces personnes fait que nous avons été en mesure de nous centrer sur ces véritables besoins concrets. Et donc dans ce cas, on a vu que on a pu éviter des déplacements, une manière préventive pour ne pas avoir recours à des mécanismes négatifs de survie. En Ukraine également, nous avons d'autres cas dus à des conflits armés, bien entendu, que nous connaissons malheureusement. Et là, avoir des services financiers solides en Europe, ceci est un avantage. Nous avons établi un accord avec Mastercard et nous avons pu ainsi utiliser ce moyen de paiement grâce à ces cartes pour les personnes en transit. Par moment, il y a eu des coupures dans le son. Je suis désolée. Oui, oui. On vous entend maintenant, oui. Mais il y a eu des coupures, oui, oui. Donc, comme je vous le disais, il y a encore une coupure. Je suis désolée. Bon, nous avons pu aider des personnes en transit qui allaient vers des pays comme l'Estonie ou Lituanie. On pouvait aider ces personnes grâce à une carte Mastercard qui était prépayée, donc qui pouvait être utilisée dans le pays, mais en passant par toute la zone, économique européenne. Donc, vous pouvez passer par l'Estonie, recevoir une assistance tout au long de ce parcours. Et cette même carte pouvait être utilisée dans les pays de l'Union européenne également. Donc, ça faisait partie d'un système d'aide directe. Et donc, on a pu donc s'adapter aux besoins de chacune de ces personnes. Et à Djibouti également, eh bien, également dans ce cas, nous avons, oui, il y a des coupures, je suis désolée, dû à des problèmes climatiques, on a fait un projet et là, on pouvait aider des personnes. Par exemple, on a fait des ramassages de bouteilles en plastique et ramasser, ces personnes recevaient une aide de ne pas des initiatives lancées. Elle réagit. Il y avait une application et il y avait également un besoin concret donc de pouvoir intervenir à ce niveau. Je crois que j'ai épuisé le temps qui m'était imparti et je vais recéder la parole à Oli. Merci Francisco, très intéressant de voir l'ampleur dans les différents types de transferts monétaires. Donc, le dernier rapporteur va se centrer sur la région des Amériques. J'ai le plaisir de vous présenter Diego. Et avec lui, c'est le représentant régional adjoint de la CALP Network travaillant dans les Amériques. Il va nous parler de la mobilité région des deux Amériques, certains efforts pratiques et conceptuels pour pouvoir s'adresser à ces personnes en mouvement. Diego, allume ta caméra, branche ta caméra, pardon, et ton micro. Merci beaucoup, Holly. Bonjour à tous et bon après-midi. Être le dernier, c'est intéressant parce qu'après avoir écouté tout, eh bien, ceci va dans le sens de ce que je voulais vous dire. Enfin, le phénomène de la mobilité humaine n'est pas quelque chose de nouveau. Certes, nous l'avons considéré
que ce transit se fait pour différentes raisons. Et comme l'a dit Francisco, nous devons avoir toujours présent à l'esprit chaque motivation qui est tout à fait différente l'une de l'autre. On a vu également que la mobilité humaine a une certaine connotation négative. On le voit toujours comme quelque chose par rapport aux besoins, aux nécessités, c'est en partie vrai, mais cela ne nous montre pas toute la situation. Nous avons différentes nations, donc nous devons avoir des raisons. Je veux dire par là que la mobilité humaine en tant que telle devrait être vue comme de la CALP Network et qui se différencie d'une personne à l'autre. Il y a des différentes zones dans le monde où les soins sont différenciés, également les programmations sont différenciées également. Pourquoi? Parce que les besoins sont différenciés également. Israël nous a parlé d'un cas très particulier par rapport à l'assistance dans le domaine de la santé, très utile, considérant la zone dans laquelle il travaille, en Amérique centrale. Donc, je veux vous dire que certains ont plus de capacité de se déplacer pour des raisons physiques, matérielles, ou également à l'écosystème. Dans la région d'Amérique, nous avons des écosystèmes tout à fait différents et différentes raisons. Et à partir de notre expérience que je connais dans la région des Amériques, bien entendu, l'assistance en mobilité aux personnes qui sont en mouvement doit se faire à partir de la connaissance des écosystèmes dans lesquels ces migrations se produisent. Donc, nous n'avons pas une seule formule magique, hein, la clé pour toutes les solutions. Non, nous devons identifier les différents de Guatemala vers le Mexique, avec des risques tout à fait différents de ceux que nous pouvons voir sur des itinéraires qui vont depuis le Venezuela vers la Colombie ou de la Colombie vers Panama, qui est une des itinéraires les plus connus. Non, ce que nous vivons actuellement, et étant donné le problème entre la Colombie et le Panama. Ce que je veux dire par là, c'est que sont très clairs, différents dans chaque cas. Et voilà un peu le mélange entre la théorie que nous utilisons nous-mêmes et surtout avec fort au sein de la CALP Network, à partir de la pratique de ce que nous avons pu connaître, en connaissant d'une façon plus précise ce qui se passe dans la région. En tant que telle n'est pas celle qui génère des vulnérabilités, c'est plutôt le contexte dans lequel cette migration se produit. Et il peut y avoir des risques sur le parcours ou des pratiques abusives au sein des communautés d'accueil. Donc, tous ces points d'accueil ou les frictions elles-mêmes qui peuvent exister au niveau des personnes, par le fait de partager leur vie avec d'autres personnes, eh bien, peut donner lieu à des tensions qui ne sont pas forcément définies par le fait qu'il y a une migration, c'est parce qu'il y a une interaction. Et il faut en tenir compte des interactions qui se produisent. Il y a d'autres phénomènes également qui peuvent être très négatifs, par exemple la xénophobie, la discrimination, la couleur de la peau ou des langages différents, des différences par rapport au point de destination. Donc, ça implique que toute intervention doit être conçue comme innovatrice pour faire face aux besoins réels des personnes. Et comme nous le voyons, dans un transit de Colombie vers l'Équateur ou de Colombie vers le Pérou également, qui est un transit complètement différent, ou dans le transit également intéressant qui existe à l'intérieur du Venezuela, où les différents marchés répondent ou non aux besoins des personnes, et en tant que tel, nous devons relever ce défi de l'humanité pour vraiment avoir des soins effectifs avec les transferts dans tous les. Là,
voilà quelques idées que nous parlons et ce que nous recommandons lorsqu'il s'agit de travailler sur la mobilité. À partir de notre existence, nous avons vu que plusieurs organisations réalisent des différentes actions dans les Amériques. D'abord, identifier les profils démographiques des personnes qui se déplacent, comme je vous l'ai dit. Les raisons peuvent être différentes. Deuxièmement, comprendre les raisons principales pour la se déplace et pourquoi elles d'un point spécifique environnement, c'est comprendre les causes principales du déplacement. Par exemple, connaître motivation, les raisons pour lesquelles ces personnes se déplacent vers le Panama, Équateur, Pérou, États-Unis ou Mexique. Et ensuite, identifier les principes de la vulnérabilité, c'est-à-dire connaître l'environnement pour analyser d'une façon plus précise rechercher les besoins et les espoirs de ces populations et à partir de voir comment nos organisations pouvons avoir une intervention qui soit correcte et efficace pour ces personnes. Voilà, en ce qui me concerne, quelques idées que je voulais vous partager avec vous tous. Et à partir de certaines expériences également en Colombie, je te rends la parole. Tu as bien respecté le temps, c'est très bien. Nous avons certaines questions dans le chat et donc je vais… Attendez, je ne peux pas écrire en français, mais je vous invite d'écrire vos questions. Je vais les lire. La première question. Nous avons 15 minutes pour les questions et réponses. Cette question nous vient de Sanida Aoude qui demande, ça c'est à toute personne, de Dana Aoude. Dans vos différents contextes, là où vous travaillez, les acteurs de l'État, disons, pour faire en sorte que les programmes de transfert ne soient pas perçus comme un détonateur de l'immigration, que cela ne pousse pas à migrer. L'un d'entre vous voudrait ouvrir son micro et réagir à cette question? Je suis Jampin. Merci. Croix-Rouge. Ce que fait la Croix-Rouge, et notre mouvement est vraiment unique dans le monde, c'est son rôle auxiliaire au niveau du gouvernement. Nous avons beaucoup fait des campagnes de prise de conscience dans les populations et c'est un élément fondamental pour pouvoir travailler également comme support, comme soutien avec d'autres ONG et organisations internationales qui il y a un vide, disons. Voilà, tout le monde comprend notre mission, notre rôle et veut participer à nos programmes. Donc, les gouvernements connaissent notre mandat très bien. Et en ce qui concerne nos 7 principes fondamentaux qui sont tout à fait précisés dans nos objectifs, les 7 principes de la Croix-Rouge qui sont bien connus dans le monde entier et pour la part de tous les gouvernements, le principe d'impartialité, neutralité également. Je m'en tiens à cette réponse, voilà. Je crois avoir apporté un certain élément de réponse. Quelqu'un d'autre voudrait également répondre ou bien je vais poser une autre question? Nous avons une question de Marta Núñez. Oui, oui. Oui? Oui, Ah oui, c'est voilà. ça. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir pourquoi utiliser les vouchers pour les populations en mouvement. Il faut comprendre que pour le cas du Mali, là où on a utilisé les vouchers, c'est une zone d'insécurité par excellence. C'est une zone à conflit où donner du cash aux migrants, ça va vraiment mettre sa vie en danger. Et aussi, voilà, acheter les kits
et les transporter dans la zone, c'était difficile. La zone est difficilement accessible à cause des problèmes sécuritaires. Donc, c'est pourquoi on utilise ces vouchers et on fait un contrat avec les commerçants et qui donnent ces articles-là aux migrants aux besoins et nous faisons un transfert de fonds dans les comptes de ces commerçants et c'était plus sécurisé. Et voilà les raisons pour lesquelles voilà, on a utilisé les vouchers avec les migrants au niveau de ces localités. Merci. Merci. Israël pose une question également. Oui. Si sur les coupons ou les vouchers avec les migrants, vous pourrez répondre quelque chose. Nous coordonner avec le service de santé publique. Dans le cas du Covid, les hôpitaux étaient les seuls qui s'occupaient de personnes ayant des symptômes Covid ou déjà contagiées. Donc, ce que nous avons fait, c'est cette assistance, nous l'avons faite aux différentes auberges, aux centres d'accueil, pour qu'ils puissent s'occuper de la santé de ces personnes. Mais le secteur de la santé publique, quelquefois, se déplace directement dans ces centres pour apporter des soins sanitaires. Mais ils n'apportaient pas les médicaments ni procédaient à des analyses cliniques. Donc, nous, c'était un peu l'aide complémentaire de ces vouchers, avoir une bonne complémentarité avec les services de santé publique également. Donc, comme ça, c'était quelque chose de plus complet à ce que nous avons fait. Très bien. Nous avons plusieurs questions. Je vais lire certaines de ces questions et ensuite on verra qui voudra répondre. Pour en revenir à la question de notre collègue Martha, comment travaillez-vous avec des groupes de personnes en mobilité avec une sélection irrégulière en différentes normes ou principes principaux qui existent dans chaque pays en matière de migration? C'est une question très importante. Il y a une autre question également. Quelle est l'accessibilité réelle et l'efficacité de ces systèmes financiers pour les personnes en transit? Donc, une question d'abord pour travailler avec des personnes avec des statuts de situation irrégulière, donc, et l'efficacité des systèmes financiers. Israël, je ne sais pas si tu as une réponse à une de ces questions, mais bon, je ne veux pas te forcer la main, mais tu as peut-être quelque chose à nous dire. Dans notre cas, en ce qui concerne l'accessibilité, bon, on a eu un peu de chance, à Tijuana. À Tijuana, il existe le tourisme de la santé. Entre les États-Unis, beaucoup vont à Tijuana, car ils peuvent avoir accès à des services de santé bien meilleur marché. Donc, les services médicaux s'appliquent également à Tijuana. Et donc, sur la frontière avec le Mexique, il y a pas mal d'offres donc, en matière de services de santé. Et beaucoup, donc, ils ont tous les terminaux nécessaires qu'ils peuvent avoir ces services donc, en cash. Donc, pour nous, ça a été facile d'utiliser une carte Visa que nous donnons à chaque centre d'accueil. Ce qu'on a fait également, c'est que les cartes que nous utilisons vont sur une application, on peut en faire un monitoring, un suivi, on sait exactement ce qui est dépensé, si c'est en médicaments, en consultation, etc. En visite médicale, on a chaque semaine, on prend une apport de fonds pour la santé, parce que quelquefois, ces familles se déplacent entre les différentes frontières ou bien entre un centre et un autre. Tout d'un coup, ils apprennent qu'un Ciudad Juárez, il passe plus vite la frontière, bref, donc les gens se déplacent d'une frontière à une autre. Donc tout d'un coup, les gens qui venaient d'Amérique centrale vers les frontières, eh bien, ce sont des gens nouveaux, des personnes nouvelles. Ce qu'on a fait pour être toujours, on a toujours apporté des fonds dans ce cash santé, dans ce fonds santé. Donc, mais également, on a des systèmes audio. Et donc, c'est important d'avoir toujours un apport en fond, en audio également. Et ça a fonctionné assez bien parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas lire les messages. Donc, on le faisait en audio.
C'est très intéressant. Oui, je voudrais répondre à Martha sur certaines expériences faites avec des personnes en mouvement, là où la personne ont un statut migratoire irrégulier. Et ce qu'ont fait les organisations, justement, bien, ça a été d'analyser à partir de ces itinéraires et non à partir de l'assistance uniquement. C'est-à-dire qu'ils vont mitiger le risque lire dans un pays en pouvant faire un type d'indication point de les itinéraires, les services ou les biens qu'ils voudraient acquérir. Donc, ces organisations, ce qu'elles faisaient, c'est identifier des itinéraires de forts migratoires, identifier en alimentation, en logement, en transport. Et ainsi, de cette façon, ils faisaient même une négociation directe entre les organisations avec ces entreprises sur les parcours dans les différents marchés et donc avec une espèce d'accord, comme une plateforme en particulier, pouvait donc remettre à ces personnes une carte où ils pouvaient changer le contenu de leur carte en différents produits nécessaires. Donc, ça limitait un peu le statut d'irrégularité. Donc, en leur mettant cette carte, donc ils pouvaient avoir accès à ces services et ils pouvaient recevoir un service ou un bien. Pour répondre à ta deuxième question, ce qu'il faisait, bien entendu, dans cet exemple, c'est qu'il n'y a pas un exercice d'inclusion financière, mais un exercice de soutien direct et urgent. Donc, toutes ces données s'étaient utilisées pour le transport et pour les repas chauds que nous pouvions offrir et garantir sur les différents itinéraires, à différentes étapes. Francisco et ensuite Francisco concernant ce programme avec un accord avec Mastercard. Donc, je voudrais répondre là-dessus. Également, autre chose sur une autre question. Ensuite, on cédera la parole à Insa. Bon, je voudrais, sur la question de c'est un défi. Le mouvement de ces personnes irrégulières. Donc, à l'OIM, on a expérience quant à l'assistance sur ces grandes routes de transfert financier, mais c'est assez compliqué dans la région. Par exemple, lorsque j'ai parlé de l'expérience en Ukraine, la grande différence qui rentre dans les territoires de l'Union européenne, si elle rentre beaucoup de ces personnes ont même des comptes bancaires en Ukraine. Et donc, le pays de l'Union européenne, ou bien on leur a fourni avec des Mastercard, ils ont pu obtenir les documents qui étaient nécessaires. Et c'est également une autre possibilité. De ces personnes en matière financière, je crois qu'il n'y a pas d'accès. Et on doit apporter une grande quantité en cash directement, et ce qui est également dangereux pour des vols qui peuvent se produire. Mais on ne peut pas le faire dans une série de cas, on ne peut pas le faire autrement. Donc, on va continuer à travailler pour essayer d'améliorer ces situations. Concernant Mastercard, bon, non, pas avec FinTech. Quel a direct, disons. Et ce que l'on faisait dans ces cas, c'est émettre des cartes Mastercard. Je suis désolée, il y a une interruption dans le son. Qui peuvent être utilisées sur différents points de vente, magasins. Désolée.
Une interruption dans le son. Francis, que tu pourrais éteindre ta caméra, ça irait peut-être mieux. On va voir maintenant. On va voir. Oui, on va voir. Voilà, c'est congelé à chaque fois. Bon, là. Concernant le Mastercard, les personnes peuvent faire des achats même en Internet et obtenir des centres, bon, des cashiers automatiques, bon, également, et parce que le système financier le permet dans un pays concret. En Amérique latine, je crois que ça va être beaucoup plus compliqué. Certainement, ça, c'est un vrai défi. Il y a des systèmes d'envoi d'argent qui pourraient être considérés également. Oui, c'est un défi, oui, mais bon, INSA, vous voulez répondre à une question? Oui, oui. Je vais le faire en français. Macan, Macan, Macan. Oui, je vais appuyer ce que INSA a dit. L'expérience du Mali, c'est que même les opérateurs téléphoniques aussi exigent des pièces d'identité parce qu'on fait les transferts à travers les cartes SIM. Et effectivement, on a trouvé une solution pour voilà, présenter des pièces d'identité temporaires en faisant des cartes de bénéficiaires qui ont été acceptées et qui ont permis de faire voilà, les transferts. Je voudrais juste aussi signaler un autre point par ailleurs, c'est qu'aujourd'hui au Sahel, le cash est en train d'être considéré comme un moyen de financement du terrorisme dans certains pays. Je parle du pays du Sahel, je parle peut-être du Burkina, où on a interdit carrément les cash transferts dans cette zone touchée par voilà, les conflits. Donc, c'est un aspect aussi important qu'il faudra prendre en compte. Merci. C'est important. Oui, encore, il y a beaucoup de questions toutes intéressantes. Mais je voudrais revenir sur la question de Lucia, parce que notre personne a dit qu'elle était intéressée par la réponse. Elle nous parle de
que les questions qu'ils ont souvent de la part de la protection. Comment mitiger les risques se consacrent au trafic de personnes en mouvement? Comment ne pas attirer leur attention? Les personnes qui sont en mouvement et qui reçoivent des transferts monétaires pourraient faire l'objet de ces problèmes et donc avec l'intervention des trafiquants. Et d'autre part, ça peut augmenter les coûts des services. Dans les Amériques, on l'appelle coyote, c'est-à-dire des personnes qui aident, qui passent, sont des passeurs à plusieurs endroits de la frontière, par exemple. Bon, il y a d'autres exemples en Afrique. Une observation à faire sur comment pouvons limiter ces risques dans des trafics. Sur cette question antérieure ou sur cette question, la dernière question que je viens de poser? Oui, alors oui, c'est sur la dernière question que vous venez de poser. C'était juste pour donner un petit éclaircissement parce que c'est vrai que les caches peuvent être un risque pour les organisations qui organisent ces activités, mais aussi pour les bénéficiaires qui reçoivent ces assistances. Donc, on a eu des expériences récemment au niveau du Niger, à Agadez, où la Croix-Rouge a organisé des activités de cash transfert. Et après, on s'est retrouvé avec des gens qui ont été peut-être même agressés ou bien même intimés de donner ces sous-là à des smugglers, on va dire des trafiquants. Donc, cela nous a aussi permis de savoir que c'est important aussi de protéger nos bénéficiaires. C'est vrai qu'on est conscient aussi des risques. C'est vrai que quand je parlais d'analyse et d'études de contexte, ça relève aussi de la connaissance du contexte, mais aussi de tous les risques auxquels les bénéficiaires peuvent être exposés. Il y a aussi la question du genre, parce que tu vois, dans des familles, peut-être, on donne le voucher ou bien le cash au mari. Après, la femme, elle est marginalisée dans la même famille. Donc, il y a beaucoup d'aspects que nous prenons en compte quand nous développons ces programmes. C'est vrai qu'aucun programme n'est parfait, mais on cherche toujours à mitiger, à limiter les risques et à ne jamais essayer à ne pas exposer nos bénéficiaires. Donc, il y a des contextes qui sont très volatiles dus à l'insécurité. Et là, c'est très, très, très difficile même de mitiger ces risques. Mais on essaie quand même de mettre des solutions qui vont permettre aux personnes de recevoir en toute sécurité cette assistance qui leur est dédiée. Des fois même, il y a un suivi qui se fait jusqu'au marché. Il y a même peut-être la modalité qu'on a récemment étudiée, c'est d'aller négocier avec des commerçants. Après, on leur donne une liste et c'est la personne qui doit venir retirer peut-être les denrées alimentaires ou bien même ce qui est dû. Même dans ces cas aussi, il y a des risques parce que c'est très difficile aussi de contrôler certaines opérations. Mais bon, de manière générale, ce que nous faisons, c'est une étude, une compréhension du contexte qui nous permet de mettre en place des mesures qui vont mitiger ces risques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Insa. Nous avons terminé. Oui, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, nous allons travailler en groupe. Donc, je voudrais vous dire comment nous allons procéder. Si vous me le permettez. Nous allons nous séparer en groupes. Nous allons avoir 4 groupes, au maximum 15 personnes. Un groupe en anglais et je serai la modératrice en anglais. Nous en aurons un autre en français avec Camille et en espagnol avec Diego et Alvaro. Et là, nous aurons 30 minutes pour parler dans les entre. Ensuite, il y a encore des questions sur le chat. Bon, d'abord, sur l'identification des personnes en et on parle donc de ce système déjà, mais enfin, on va approfondir dans chacun des groupes pour mieux comprendre les identifications des personnes en mouvement. On parlera du monitoring
apprentissage, et ça s'appelle MEAL, 1000 en anglais, en abréviation. Il y a eu des questions dans le chat également là-dessus. On parle ensuite des risques. Ça a été une des dernières questions qui ont été posées. Voilà. Les risques pour les personnes en mouvement, les risques pour nos équipes également. Et nous travaillons avec des personnes responsables de la mise en œuvre. Whiteboard, donc vous connaissez bien le tableau blanc. Ouais, vous connaissez le jump, c'est très semblable. À Nearboard, on vous dira comment. Donc, les collègues du groupe, donc, acceptez votre sur votre laptop, etc. Vous direz si vous acceptez, là, vous rentrez dans chaque groupe. On va travailler en une demi-heure, d'accord? N'oubliez pas de choisir votre interprétation. Nous avons eu 30 minutes en groupe. Et maintenant, nous avons très peu de temps avant de terminer. Et je vais donc céder la parole à Alvaro tout d'abord. Oui, ça y est, je le vois. Pour faire un résumé de certains des thèmes qui sont apparus, ou des questions, ou des pratiques qui ont pu surgir de son groupe. Alvaro, merci beaucoup. Je veux remercier tous les participants qui ont apporté des commentaires. Un des grands défis concernant l'identification des personnes en mouvement, c'était, comme on l'a déjà vu dans l'atelier antérieur, les préoccupations de genre. Ce qui recevait en général le cash et les vouchers, c'était les hommes. Donc, il y avait un autre défi également commun, mettre en œuvre un programme avec cette vision de genre également. Ensuite, il y a des personnes qui ne identifier, et cela représente un grand défi également. Défi pardon, pour nous tous. Même monitoring, évaluation, compte, etc. et apprentissage. Il y avait une idée de comment reconsidérer le système, c'est-à-dire en mettant en œuvre, grâce aux nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, pour faire un meilleur suivi des programmes de transfert monétaire. Et enfin, les risques dans ces itinéraires. Plusieurs efforts qui ont été faits, l'effet d'appel et qui d'attrait, et surtout avec l'aspect dollar, etc. Ah oui, que si j'ai bonne mémoire également, dans de façon rapide, l'identification des personnes, de ring et l'évaluation en un temps record également. Voilà, je ne veux pas prendre plus de temps puisque nous avons très peu de temps. Je recède la parole. Très bien. Camille, est-ce que tu peux parler? Oui, vous allez continuer. Je vais essayer d'être très synthétique. On a eu un débat très intéressant avec nos collègues de différents pays africains. Très rapidement, eh bien, sur l'identification, on a identifié des aspects positifs pour les aspects pratiques. La fiche d'identification, document, pouvoir capter l'identité, capturer l'identité, suivi, les besoins des personnes. Également, certains défis concernant personnes armées. L'aspect difficile à identifier dans un cas. Et puis également, protection des données personnelles. Et attendez, je vais de différents types pour bien identifier les personnes et pour bien trouver le programme le plus approprié
nous pouvons obtenir. Dans le domaine du MEAL et du suivi, bon, au niveau de l'apprentissage, nous avons mis en exergue une bonne pratique, avoir un numéro indiqué directement sur la carte des bénéficiaires pour que les personnes connaissent ce canal important de pouvoir rendre compte, exprimer un certain pessimisme concernant ce qui est fait aujourd'hui concernant les comptes. Mais enfin, il y a quand même certains consensus, on n'a pas tellement de retour sur les comptes et les détails, malheureusement. Et au niveau des enquêtes, après la remise d'une aide, tout est bien compliqué avec des personnes en mouvement, par définition. Et il faudra résoudre comment le faire, comment reconsidérer le technique, etc. Encore une petite chose, ça y est, on est en train de terminer là. Et je termine quant aux défis qui sont tout à fait ce que nous avions abordé en parlant des coyotes, possibilité d'utilisation donc de cash à d'autres fins. Et voilà, je vous remercie. Diego, la dernière parole. Merci. Je vais aller très vite concernant le premier point. Concernant l'identification des différents profils, il y a une bonne pratique en construisant des critères d'identification conjointe entre les organisations. Défi intéressant, ne pas être exclusif des personnes, par exemple, avec certaines incapacités, etc. Il y a plusieurs pratiques, mais enfin, je voudrais en parler d'une concernant la mise en œuvre de mécanismes PH, qui est contre les abus sexuels, et de PQR, donc pour les populations également important dans des programmes à longue durée. Ça dure une période plus longue que le projet, donc on ne peut pas dans ces cas-là faire un suivi très efficace. Une grande expérience est en rapport avec l'élaboration de manuels d'information sur les remises de cash. Pratique. Et on n'a pas remise de cash. Il faut toujours tenir compte du fait qu'il peut y avoir un mauvais fonctionnement des marchés disponibles sur les voies migratoires. Il y aurait d'autres idées, mais pour des raisons de temps, j'en termine maintenant. Très intéressant. Et de votre participation. Bien terminé, je vais recéder la parole à Álvaro. Merci. Pour conclure, et j'essaierai d'être très rapide parce qu'il est déjà 17h30, mais je voudrais quand même insister sur le fait qu'il est absolument besoin, et d'une façon urgente, on a vraiment besoin d'arriver à des programmes de transfert monétaire qui atteignent vraiment les personnes en mouvement, car de notre côté, l'accès est souvent difficile. Et donc, flexibilité lorsqu'on parle de programmes de transfert monétaire pour avoir une plus grande efficacité et une plus grande durabilité dans le temps, comme l'ont mentionné certains des conférenciers. Également, nous savons qu'il y a 103 millions de personnes réfugiées, un nombre très élevé, donc record, malheureusement, depuis que l'on a des statistiques et des enregistrements, les personnes déplacées au niveau interne.
et également mentionner tous les défis à relever qui existent concernant les programmes de transfert monétaire qui ne sont pas encore résolus quant à la mobilité humaine et dans d'autres domaines transversaux, les programmes de monétaire. Et sans plus attendre, je voudrais vous remercier tous les conférenciers et les organisations qui ont participé, et en particulier la ESID et CALP, leur soutien et ayant permis le déroulement de cet événement. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.